Bonjour et bienvenue. Alors, on a souvent cette image que le travail du fer en Afrique, c'est arrivé tardivement, que ça venait d'ailleurs, du Nord, du Moyen-Orient, une technologie importée, en gros. Oui, une idée assez répandue. Mais est-ce que c'est si simple? Aujourd'hui, on va plonger dans des découvertes qui, franchement, bousculent pas mal cette vision. Tout à fait. On va s'appuyer pour ça sur une analyse très dense, celle de Louise-Marie Diop-Méès. Elle compile des tas de recherches, des datations, parfois surprenantes, et puis aussi tous les débats scientifiques autour. Un travail de synthèse important, oui. L'idée, c'est d'essayer de démêler un peu tout ça, de regarder les preuves et de comprendre pourquoi cet âge du fer africain est si fascinant et si discuté. Alors, on ouvre le dossier. Allons-y. C'est un sujet clé, vraiment. Pas juste pour l'histoire des techniques, mais pour comprendre les sociétés africaines anciennes, leur inventivité, leurs contacts. Bien sûr. Et c'est vrai, pendant longtemps, les théories, on dit diffusionnistes, donc l'idée que ça venait forcément d'ailleurs, Oui. ont dominé. On parlait de Carthage avec Raymond Moigny, ou de l'Égypte, de Méroé surtout, dans la vallée du Nil. Mhm. Mais voilà, les données plus récentes, notamment avec les datations au carbone 14, la thermoluminescence aussi. C'est quoi ça, la thermoluminescence, rapidement? Ah, c'est une technique qui permet de dater la dernière fois qu'un matériau, comme l'argile d'une poterie ou d'un morceau de four, a été chauffé à haute température. Très utile en archéologie. D'accord. Et donc, ces nouvelles méthodes, nous obligent à revoir un peu ces anciens modèles. Alors, entrons dans le vif du sujet. Invention sur place, en Afrique subsaharienne ou diffusion depuis l'extérieur. C'est le grand débat. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était pas nouveau comme question. Déjà dans les années 50, Henri Lott, par exemple, Oui, bien avant beaucoup, ces dates précises. il défendait déjà une possible origine locale, autochtone, en Afrique noire. Il allait un peu contre l'idée dominante de Moni à l'époque. Exactement. Lott se basait sur ses observations au Sahara. Il notait que les techniques locales, elles ressemblaient pas forcément à celles du Nord. Il posait la question simple, hein. Pourquoi ces populations n'auraient-elles pas pu inventer ça elles-mêmes? Voilà. Il remettait en cause cette idée, un peu préconçue, que seuls des groupes extérieurs, les Berbères ou autres, avaient la capacité technique. C'était déjà une façon de dire « attention, l'Afrique n'a pas été qu'une simple réceptrice Et c'est là que ça devient vraiment captivant, quand les résultats des datations sont arrivés. ». Ah oui, Les premières surprises, c'était des sites comme le massif de Termite, au Niger. Là, on a des dates qui remontent au 15e jusqu'au 10e siècle avant notre ère. c'est déjà très ancien. Et pareil, dans la région du lac Victoria-Nyanza, 15e, 13e siècle avant Jésus. Ça place déjà l'Afrique subsaharienne. En plein dans l'âge du fer, en même temps que certaines régions du Proche-Orient, oui. Et bien avant Méroé comme grand centre. C'était déjà un choc, ces dates-là. Oui, ça bousculait la chronologie admise. Ça suggérait que quelque chose se passait bien plus tôt que ce qu'on imaginait. Mais alors, le vrai coup de tonnerre, ce sont les dates publiées notamment par Shekata Diop et Gédélie Brias, pour Nok, au Nigeria, ou Ndlalan, au Sénégal. Oui. Là, on parle de, tenez-vous bien, 2800 avant notre ère. Hmm. C'est une date qui fait couler beaucoup d'encre, évidemment. C'est tellement ancien, ça défie presque tout ce qu'on pensait savoir, non? Ce qui est fascinant, c'est ce que ça impliquerait. Si ces dates sont correctes, et bien sûr il y a eu des débats sur la méthode, on va y revenir, Oui, ça voudrait dire que la métallurgie du fer aurait pu apparaître en Afrique de l'Ouest, avant ou en tout cas en même temps que les plus vieux centres connus en Anatolie ou au Levant. incroyable. Et surtout bien avant l'Égypte des pharaons ou Méroé, qu'on voyait souvent comme les points de départ possibles pour le reste de l'Afrique. Justement, les débats méthodologiques. L'article de Diop-Méès mentionne les doutes de certains, comme Bernard Fag pour Nock. Il craignait une contamination, c'est ça, si? Oui, Fag a soulevé une question légitime. Est-ce que le charbon de bois daté venait bien de l'activité métallurgique elle-même, ou est-ce que ça pouvait être du charbon fossile, plus ancien, présent naturellement dans le sol, et qui aurait faussé la date? Ce qui rendrait la date plus vieille qu'en réalité. Exactement. C'est un risque classique en datation carbone 14 sur charbon dans certains contextes. Il faut être sûr de l'association entre l'échantillon et l'événement qu'on veut dater. Alors, est-ce que ça invalide tout? Pas nécessairement. D'abord, Diop et Delibria sont précisés avoir daté du charbon pris à l'intérieur même des structures de fonte à Ndlalan, ce qui renforce le lien. Et puis, il n'y a pas que le carbone 14. Ah oui, la thermoluminescence dont on parlait. Voilà. Appliquée à des fragments de parois de four ou de tuyères, les conduits d'air, elle a aussi donné des dates très anciennes sur plusieurs sites. Donc, même si le chiffre précis de 2800 pour Nock reste discuté, Mhm. la tendance générale avec plusieurs méthodes sur plusieurs sites
pointe quand même vers une métallurgie du fer en Afrique de l'Ouest bien plus précoce que ce que disait la théorie diffusionniste classique. Et ça ne concerne pas que l'Afrique de l'Ouest, si j'ai bien compris. Non, et c'est ça qui est fort. On a des indices anciens ailleurs aussi. Au Gabon, vallée de l'Ougoué, Otumbi, Lopé. Des dates qui pourraient remonter avant 2000 avant Jésus-Christ. Quand même. Des choses similaires au Cameroun ou dans la région des Grands Lacs, Rwanda, Burundi, avec des dates qui dépassent aussi 1000 avant Jésus-Christ. Donc ça fait beaucoup de points sur la carte. Oui, cette répartition géographique ouest, centre, Grand Lac, ça suggère que c'est pas juste un hasard ou une erreur de datation isolée. C'est plutôt un développement technologique ancien et assez large. Alors revenons sur Méroé, au Soudan. On l'imagine souvent comme la grande cité du fer antique africain. Oui, les montagnes de scories de Méroé sont célèbres, c'était incontestablement un centre majeur de production. Mais alors, quel rôle joue-t-il si les autres sites sont plus anciens? Eh bien, la production à grande échelle à Méroé semble plus tardive. On parle surtout à partir du 6e, 5e siècle avant notre ère. Les premières fontes attestées sont peut-être du 7e, fin du 6e siècle. Donc c'est bien après les dates de l'Ouest ou des Grands Lacs. Oui, plusieurs siècles après, voire plus d'un millénaire si on prend les dates les plus anciennes de l'Ouest. Ce qui veut dire que Méroé ne peut pas être l'origine pour ces régions-là. Chronologiquement, comme unique point de départ, ça semble difficile à tenir. Méroé a été un pôle important, oui, mais pas forcément la source initiale pour tout le continent, surtout pas pour l'Ouest. Et l'Égypte alors, Toutankhamon et ses dagues en fer. Ah, les dagues de Toutankhamon, vers 1330 avant Jésus-Christ, c'est intéressant. Mais le fer était rare en Égypte à cette époque. C'était plutôt des objets de prestige. Pas une production courante. Probablement pas. On pense que ce fer était peut-être d'origine météoritique ou importé en très petite quantité. La production locale à partir de minerais terrestres à grande échelle, c'est bien plus tardif en Égypte même. D'accord, donc si l'impulsion ne vient probablement ni d'Égypte, ni de Méroé, et ni de Carthage pour ces sites très anciens. Ouais, la question se pose d'où vient cette technologie? Oui. Et là, on en revient aux deux grandes idées. Soit une ou plusieurs inventions, complètement indépendantes, sur place, en Afrique subsaharienne, ce qui serait une sacrée prouesse technique, Ou alors, ou alors une transmission de savoir, mais par des chemins qu'on ignore encore. Peut-être à travers le Sahara quand il était moins désertique, mais des voies qui ne passeraient pas par les centres qu'on regarde habituellement, au nord ou sur le Nil, dans tous les cas, l'idée d'une origine locale. ou en tout cas d'une très grande précocité et d'une autonomie, elle prend beaucoup de poids avec ces données archéologiques. C'est clair que ça redessine la carte et le calendrier. Mais ça nous dit quand et où. Reste le comment. Comment il faisait concrètement. Quelle technique. Alors, les traces archéologiques, et même ce qu'on sait par l'ethnographie plus récente, nous donnent des indices. Ça commence par trouver le minerai. Oui. L'Afrique est souvent riche en latérite, cette terre rouge pleine d'oxyde de fer. On pouvait creuser des galeries comme à Telimgar au Tchad, ou des puits comme chez les Bobos, ou simplement ramasser le minerai en surface. Et une fois qu'on a le minerai, La fonte. L'article de Diop Maes montre des dessins de fours assez différents les uns des autres. oui, et cette diversité, c'est un argument de plus pour des traditions régionales, une longue histoire d'adaptation locale. C'est pas juste un modèle unique qui aurait été copié partout. Quel genre de four, par exemple? On trouve des fours qui ont besoin de soufflets, souvent en pot, qu'il faut actionner sans arrêt pour envoyer de l'air. C'est le cas chez les Bambara, les Lobi. Ça demande beaucoup de travail. Mhm. Et puis d'autres, parfois très malins, qui fonctionnent par tirage naturel. La chaleur monte, ça aspire l'air par des trous à la base, les tuyères, ça entretient le feu tout seul. Le type labadaire, décrit au Fouta, c'est ça. Moins de travail, mais peut-être moins de contrôle? C'est possible. Et puis il y avait aussi des fours en partie ou totalement enterrés, comme celui de Dédougo, assez complexe. Tous ces fours sont des bas-fourneaux, C'est-à-dire? c'est-à-dire qui chauffent assez pour transformer le minerai en métal pâteux, vers 1100-1300 degrés Celsius, mais sans faire fondre complètement le fer, qui font à plus de 1500 degrés Celsius. Et l'article cite une idée de Cheikh Anta Diop là-dessus. Il pensait que les forgerons africains ne faisaient pas que du fer doux, mais peut-être même de l'acier. Oui, c'est une hypothèse techniquement plausible. Le résultat brut du bas-fourneau, c'est une loupe, un bloc mélangé de fer, de scorie, de charbon. Il faut ensuite la marteler à chaud, longuement, pour purifier et compacter le métal. D'accord. Et la quantité de carbone qui reste dans le métal final, ce qui fait la différence entre fer doux et acier, ça dépend de plein de choses. Le minerai, la quantité de charbon, le temps passé dans le four. Donc ils auraient pu apprendre à contrôler ça.
c'est tout à fait possible qu'avec l'expérience, des artisans aient appris empiriquement à jouer sur ces paramètres pour obtenir un métal plus dur, plus carburé, de l'acier en somme, pour faire de meilleurs outils, de meilleures armes. Ça suggère un savoir-faire local vraiment avancé. Et qui étaient ces artisans? L'idée que c'était forcément des groupes spécialisés venus d'ailleurs, ça aussi s'est remis en cause. Oui, la diffusion précoce, la diversité des techniques, ça plaide plutôt pour une maîtrise par les populations locales elles-mêmes. Mais c'était quand même des spécialistes, non? Le forgeron, c'est souvent un personnage important. Absolument. Le travail du fer, c'était souvent une affaire de spécialistes au sein des sociétés. Ils avaient un savoir précieux, parfois secret, un statut particulier, craint ou respecté, souvent lié à des mythes des divinités comme Gu au Bénin, Ogun au Nigeria. D'accord. Mais cette spécialisation interne ne veut pas dire que la technologie venait de l'extérieur. L'archéologie montre plutôt que la métallurgie s'est vite intégrée dans les cultures locales. Alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient au final de cette exploration? Garde ces données compilées par Diop Mas et d'autres, c'est que l'image traditionnelle, celle d'une Afrique qui attend passivement la technologie du fer venue du Nord ou de l'Est, Elle ne tient plus vraiment la route. voilà, elle est sérieusement mise à mal par les preuves archéologiques. Ces datations très anciennes, sur un territoire immense, si elles se confirment et s'affinent, Mhm. elles rendent l'idée d'une invention locale ou de plusieurs foyers d'innovation très précoces et assez indépendants des centres méditerranéens ou nilotiques, non seulement possible, mais très probable. Il faut donc revoir notre chronologie, notre vision de l'histoire technique africaine? C'est ce que ces travaux nous invitent à faire, oui. Bien sûr, la recherche continue, tous les détails sont pas réglés. Mais l'ensemble des indices plaide pour reconnaître l'ancienneté, l'originalité, l'autonomie de la métallurgie du fer en Afrique. Et ça change quoi au fond? Ça change notre regard sur les capacités d'innovation, sur l'organisation des sociétés africaines bien avant les contacts intenses avec l'extérieur. Ça replace l'Afrique comme actrice de sa propre histoire technologique, pas juste une périphérie qui reçoit. En résumé très bref, il semble bien que l'Afrique n'ait pas attendu une étincelle venue d'ailleurs pour allumer ses propres forges. Elle a sans doute trouvé son chemin vers l'âge du fer, et bien plus tôt qu'on le croyait. Exactement. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour la suite. Si cette maîtrise du fer est si ancienne, si elle est peut-être née sur place, quel impact ça a eu à l'intérieur du continent? Ah oui. Comment cette technologie a pu transformer l'agriculture, les guerres, la naissance des royaumes, les échanges, bien avant ce que les sources écrites nous racontent? C'est tout un pan de l'histoire africaine qui s'ouvre une fois qu'on se libère un peu des vieux schémas qui minimisaient son inventivité. Une piste de réflexion immense